l'enregistrement. On va y arriver. Mais ça marche, hein, Charles, parce que j'ai eu une coupure et donc je pensais rejoindre le groupe et j'ai eu l'enregistrement. Ah bon, ah bah tu vois. Oui. Donc ça a enregistré la première. Ah oui, je le vois aussi là. Alors je vais réessayer de partager l'écran puisque c'est là où ça a planté. Vous me dites quand vous le voyez. Là, on a un écran Oui, bleu, enfin oui, pour moi. oui. Oui, voilà. Donc là, vous voyez l'enregistrement sur la droite, là on le Il voit. est là, l'enregistrement, oui. Il y a bien eu 5 minutes d'enregistré déjà. Donc là j'ai redémarré. Voilà. Sinon, qui c'est qu'on a, qui c'est qu'on n'a pas? Alors, Rosé, Marcia. Bonjour Marcia. Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. Marcia. Dominique qui est connecté. Bonjour Marcia. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Bonjour. Luana. Luana. Michel. Ah, je vais renvoyer à tout le monde. Là. On entend Nozo. Il chante. Voilà, désolé, ça va faire beaucoup d'appels, mais voilà. Donc là, j'ai renvoyé un appel à tout le monde. Donc on est 10. Ok, bon, alors on va commencer. Hop. Voilà, alors je suis désolé déjà pour la semaine dernière. En fait, compte tenu de l'imminence du confinement, il y avait une réunion en Belgique. J'avais hésité pour y aller ou pas. Finalement, je me suis décidé au dernier moment. Et puis, j'étais déjà dans la voiture vers Liège quand je me suis rappelé, mince, il y a le cours. Donc, c'est entièrement de ma faute. Je suis désolé pour ça. Et donc, vous voyez là à l'écran, j'ai refait le programme. Donc, j'avais mis annulé. Donc, ça, c'est quand ma maman était décédée. Et ça, c'est donc pour la semaine dernière. Et donc, j'ai redécalé les cours en accord avec ça. Donc, aujourd'hui, le 22 mars, on est toujours dans le module loi de société, loi du travail. Et on va traiter la question de la nécessité du travail. D'accord. La dernière fois, on avait vu nécessité de la vie sociale, vie en famille et lien de parenté. Alors, c'est un petit commentaire par rapport à l'actualité. Hein. Faut d'abord faire la prière d'ouverture avant de commencer. Donc, en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême et cause première de toute chose, pour le remercier de tous ces bons esprits qu'il nous envoie pour nous assister, et aussi de ces occasions que nous avons, malgré la présence d'un virus et le confinement, de pouvoir nous réunir quand même grâce à la technologie et pour pouvoir étudier aujourd'hui cet aspect de la loi du travail par rapport à la philosophie que nous a léguée Alain Kardec il y a maintenant 160 ans, en espérant que ces enseignements puissent nous être utiles dans notre vie, dans notre travail d'évolution, et que nous puissions donc les mettre en pratique et donner l'exemple autour de nous. Voilà, et que les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, dans les domiciles de chacun de nous, puissent également profiter de ces enseignements pour leur propre évolution. Voilà, merci. Merci. Oui, donc je rouvre la parenthèse, vous voyez, nécessité de vie sociale, et là, du coup, bouf, on est confiné. Hein. Donc là, on va quelque part sentir le manque. Hein. Alors heureusement, comme je l'ai dit dans la prière, on peut utiliser les moyens virtuels pour quand même se communiquer, le téléphone, tout ça, hein, c'est Skype, et se réunir malgré des milliers de kilomètres de différence. Mais bon, c'est sûr que la vie en société, bon là, nous, ça fait quoi? Ça fait une petite semaine qu'on est confinés. Ça commence, il va falloir qu'on s'y habitue. Hein. Ça commence à peser un petit peu, mais bon, voilà, on n'a pas le choix. Hein. C'est pour la bonne cause d'éviter que ce virus se propage
de façon trop forte, compte tenu des limitations que nous avons dans notre système de santé, notamment le nombre de lits en réanimation qui est sur le chemin critique là. Alors aujourd'hui, on va voir la loi du travail. Donc on va ouvrir, voilà, loi de société, loi du travail. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. D'accord. Donc voilà, pourquoi est-ce que la loi de travail, c'est une loi de nature? Et d'où vient cette nécessité du travail, hein? Alors, pourquoi le travail est-il nécessaire à l'être humain, hein? Donc, Alain Kardec, il en parle dès le livre des esprits, hein, dans la question numéro 674. Alors, attendez, je vais enlever les petits signes, là. Voilà. Dans la question 674, où il demande clairement, la nécessité du travail est-elle une loi de nature? Et donc, les esprits ont répondu, le travail est une loi de nature, et par cela même qu'il est une nécessité, et la civilisation oblige l'homme à plus de travail, parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Voilà. Et donc, les esprits sont clairs, ils disent, le travail, ça fait partie d'une loi de la nature, et puis sans travail, on avance difficilement, sans travail, on évolue difficilement, sans travail, on est rarement stimulé. Vous voyez, on parle des besoins et des jouissances. Alors, on peut se dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que ces besoins, qu'est-ce que c'est que ces jouissances? Vous voyez, le fait de pouvoir disposer de technologies comme on l'a, c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont programmé, qui ont monté des réseaux, qui ont installé des choses, qui ont fabriqué des ordinateurs qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui. Donc on voit clairement que tout ce dont on bénéficie aujourd'hui, hein, au niveau des besoins, ça vient du travail qui a été réalisé par d'autres, y compris de notre propre travail, qui est nécessaire pour que nous puissions nous acheter un ordinateur, que nous puissions avoir bénéficié d'une connexion Internet, etc. Voilà. Donc, clairement, oui, la loi du travail, d'après les esprits, est une loi de nature. Voilà. Et donc, dans la question 676, ils vont un petit peu plus loin, hein. Donc, ils disent que le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité, car c'est un moyen de perfectionner son intelligence. Effectivement, donc sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence, hein. C'est le travail, la recherche, toutes ces choses-là qui nous poussent et qui nous stimulent, je dirais, à étudier, à apprendre, à mettre en pratique, à enseigner aux autres, etc. Donc on voit que le travail, c'est un puissant stimulant donc à l'évolution intellectuelle, hein. Et donc là, on voit aussi, c'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être qu'à son travail, à son activité. Alors, effectivement, hein, c'est comme on est dans le monde matériel, il faut acquérir les choses matérielles dont nous avons besoin. Et donc, à partir de là, dans notre monde matériel, il faut travailler pour gagner un petit peu quelque chose qui nous permette de bénéficier un petit peu de la nourriture déjà, hein, de la sécurité, et puis ensuite du bien-être. Voilà. Alors ça, il disait déjà à l'époque à celui qui est trop faible du corps, hein, donc la personne, je ne sais pas moi, qui est handicapée ou paralysée, prenez l'exemple, c'est un exemple un peu caricatural mais qui illustre bien, c'est Stephen Hawking, hein, le fameux physicien anglais là, qui avait une dégénérescence très poussée et qui malgré ça a pu réaliser des recherches fondamentales, écrire des livres. C'était un des plus grands physiciens récemment, hein, puisqu'il s'est désincarné il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus la date exacte. Et donc, vous voyez, même si le travail ne peut pas être physique, hein, il peut quand même être intellectuel, et surtout aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, le travail, il a ces deux formes, physique et intellectuelle. Voilà. Après, on verra aussi, alors je ne sais pas si c'est dans ce cours-là ou dans un autre, il y a certains fléaux, hein, comme le manque de travail, comme le chômage, comme des cas où le travail, malgré la bonne volonté de la personne, n'en trouve pas ou c'est pas possible. Ça, ce sont des choses ce sont les choses qu'il faut encore qu'on améliore au niveau de notre société pour que chacun puisse avoir une chance d'avoir un travail
je dirais aussi simple qu'il soit. Voilà. Alors, ensuite, on va voir, voilà, expliquer comment résoudre le problème de la misère sociale. Alors, avant ça, il y a aussi la question 677. Quel est le but du travail? Ben, il est double. C'est la conservation du corps et le développement de la pensée. Voilà, qui est aussi un besoin et qui élève l'homme au-dessus de lui-même. Voilà. Et ensuite, la misère sociale, donc il en parle ici, hein, dans la question 685. Ce n'est pas tout de dire à l'homme qu'il doit travailler, il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper. Et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Quand la suspension du travail se généralise, elle prend des proportions d'un fléau comme la disette. Donc là, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Donc c'est les problèmes de chômage, les problèmes de crise économique et financière, où, en France, bon, je ne sais pas les dernières statistiques, mais ça tourne autour de 10% quand même, hein, de taux de chômage, qui est quand même assez élevé. C'est beaucoup de gens qui ne trouvent pas de travail. Voilà. Alors, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit aussi dans le lot, bah, il y en a qui ne veulent pas. Hein. Ce sont les esprits qui n'ont pas encore compris que la loi du travail, c'est une loi naturelle et que c'est nécessaire à leur évolution. Voilà. Et donc, à partir de là, à l'époque, bah, c'était la disette, hein, c'est-à-dire ces gens-là, vraiment, bah, ils se transformaient en mendiants dans la rue. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de mécanismes de protection sociale, hein, du moins en Europe, donc qui font que la personne qui n'a pas de travail arrive quand même déjà à bénéficier d'allocations de chômage dans un premier temps, et ensuite, même en fin de droit, reçoit quand même toujours un minimum et a accès aux services sociaux qui lui permettent toujours, entre guillemets, enfin, d'en avoir un minimum, même si là aussi, il y a beaucoup de progrès à faire, même si là aussi, on trouve encore malheureusement beaucoup de personnes dans la rue et sans abri. Voilà, alors c'est un problème qui dépasse un petit peu la loi du travail pure et dure, hein, mais que là encore, dans nos sociétés, il faut encore qu'on fasse des progrès pour essayer de résoudre ce genre de questions. Voilà. Ensuite, on va terminer par les œuvres posthumes. Donc, où Kardec, il nous écrit liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est le lemme de la Révolution française en 1789. Ces trois mots sont à eux seuls le programme de tout un ordre social qui réalisera le progrès le plus absolu de l'humanité, si les principes qu'ils représentent pouvaient recevoir leur entière application. Donc, vous voyez, c'est vrai que ce sont de liberté, bon, c'est une loi de nature comme on l'a vu. L'égalité des chances, c'est aussi une loi de nature, hein, même si ce n'est pas toujours l'égalité des aptitudes, vu qu'il y a les différentes évolutions entre les personnes. Et la fraternité, c'est-à-dire considérer tous nos prochains comme des frères. Hein. Si on mettait ça vraiment en œuvre, effectivement, notre société serait bien meilleure. Hein. Malheureusement, il y a encore l'égoïsme, l'orgueil, toutes ces choses-là qui sont là et qui portent préjudice fortement à l'équilibre et à l'harmonie de nos sociétés. Alors, attendez, je vais vite faire un petit tour par ici. Alors, hop, hop. Je vois Dominique, il est connecté, mais apparemment, il ne répond pas. Martial est déconnecté aussi? Oui. Voilà. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade sur la loi du travail? Non. Alors, on va approfondir un petit peu en passant au support. Hein. Donc, effectivement, il répète là que le travail est une loi de nature par laquelle l'homme forge son propre progrès en développant les possibilités du milieu où il se situe, en élargissant les ressources de préservation de la vie au moyen de ses besoins immédiats dans la communauté sociale où il vit. Donc, vous voyez,
le progrès. Alors, on développe les possibilités du milieu où on se situe. Et ben voilà, ben pour faire des routes, construire des maisons et tout ça, ben c'est du travail. Hein, pour faire toutes les infrastructures, produire de l'électricité, distribuer aussi, pour pouvoir se connecter comme on le fait aussi. Là, il parle aussi les ressources de préservation de la vie. Ben, on est encore en plein dedans. Hein. C'est les hôpitaux, c'est la médecine. Tout ça, c'est du travail. Et aujourd'hui en particulier, hein, avec le travail incessant, très sollicité du personnel soignant, on voit là encore, heureusement qu'il y a cette loi du travail, parce que qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas tout ce personnel soignant pour aider toutes ces personnes qui sont contaminées par ce virus et qui sont en détresse respiratoire. Hein. On pourrait se comparer si on remonte un siècle en avant, hein, pendant la guerre de 14, il y a eu la grippe espagnole. Dans la grippe espagnole, c'était 50 millions de morts. D'accord. Et là, avec le Covid, on en est à 10 000. Hein, donc, supposer que ça, en espérant que ça augmente pas trop. Mais vous voyez, il y a quand même entre 10 000 et 50 millions, il y a quand même un facteur 5 000. Hein, alors que la population à l'époque était beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc là, on voit que grâce au travail, alors c'était bien sûr pas le même virus, grâce au progrès de la médecine et tout ça, on s'aperçoit que on a appris entre quelque part à réagir, à lutter, à se protéger, même si là aussi on a encore beaucoup de progrès à faire. On voit que les masques, il faut en stocker un peu plus, les gels hydroalcooliques ou autres, enfin on a les 2-3 problèmes. Et tout ça, c'est une question. Là aussi, on réfléchit maintenant à ces choses-là et on se dit, il faut des stocks stratégiques pour ce genre de choses, pour les respirateurs, pour un certain nombre d'autres appareils. Donc, qui peuvent comme ça brutalement devenir extrêmement nécessaires. Et donc, quand on les a pas en stock, on voit qu'on est bien embêté. Voilà. Alors, on continue. Depuis les nécessités vitales de manger ou de boire, donc là aussi, hein, se protéger des excès climatiques, la garantie de la préservation de l'espèce par la reproduction, donc partout on est soumis à la loi du travail. Hein. Pareil pour manger, il faut qu'il y ait des gens qui produisent, qui cultivent, qui conditionnent, qui transportent, qui nous amènent ça jusqu'à chez nous dans les magasins. Vous voyez, c'est partout. Tout ça, c'est le résultat du travail. S'il n'y avait pas le travail, on n'aurait pas toutes ces choses-là. La préservation de l'espèce, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc par la médecine, les soins. La reproduction, c'est pareil, les enfants, il faut leur apporter l'éducation, il faut s'occuper d'eux, etc. Partout, 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 on est soumis à cette loi du travail. Voilà. Donc, c'est une nécessité parce que, comme on l'a vu, c'est un moyen de perfectionner notre intelligence. Quand on travaille, on réfléchit, on se creuse la cervelle, on fait travailler les neurones, on fait travailler aussi le corps, et donc c'est ça qui, permet notre développement au moins intellectuel. Et il y a aussi le travail dont on parle peut-être pas beaucoup dans ce chapitre-là, mais qui est le travail de réforme morale sur soi-même pour là aussi en terminer, en finir avec l'égoïsme et les excès de l'égoïsme et de l'orgueil, et pour que nous puissions devenir meilleurs, hein, parce que c'est uniquement lorsque chaque individu s'améliorera individuellement que le monde, à force, globalement, changera lui aussi. Voilà. Voilà. Et donc, ce travail, il dit que c'est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu. Hein. Par ses réalisations pour le bien, le triste se réconforte, l'ignorant apprend, le malade se rétablit, le criminel se régénère. Voyez. Tout ça, ce sont des résultats qui s'acquièrent par le travail. Voilà. C'est le guide aussi dans la découverte de nos possibilités divines, dans le processus évolutif du perfectionnement individuel. Voilà. Par le travail, l'âme édifie sa propre maison, crée ses valeurs pour l'ascension sublime. Hein.
Donc, sans travail, avec l'inaction, eh ben, en fait, on reste stationnaire, on n'avance pas, ni intellectuellement, ni moralement. Voilà. Alors ça, on l'avait déjà lu au début, hein, c'est la conservation du corps, le développement de la pensée, hein. Donc le travail en théorie, on voit que c'est un processus d'évolution. Pourquoi est-ce qu'on est... alors ça, je reprends toujours, je me rappelle de l'objection de Michel, hein. C'est vrai que on est tous condamnés à évoluer, hein. Ça fait partie aussi de la nature. On a été créé simple et ignorant, mais perfectible. Et que donc, alors si on ne veut pas évoluer, on peut rester stationnaire pendant des siècles, des millénaires. Mais si on veut évoluer, eh ben, c'est là qu'on avance. Et on est tous condamnés tôt ou tard à le faire et à évoluer. Voilà. Et donc ce processus d'évolution, il se compose de trois aspects, hein. Donc moi je parle généralement de deux aspects qui est intellectuel et moral, mais là donc il rajoute encore l'aspect matériel, spirituel et moral, hein. C'est vrai on peut toujours se demander, aujourd'hui on a tous ces ressources de communication, des téléphones, des smartphones, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire ou de superflu? C'est sûr que à force d'évoluer, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, ça n'existait pas, on s'en passait très bien. Mais aujourd'hui, on se rend compte des ressources que ça nous apporte, surtout dans des périodes de confinement comme aujourd'hui. On se rend compte que toutes ces technologies-là, c'est quand même des choses qui sont mises à notre disposition par la divinité, donc par le progrès intellectuel de l'homme. Et on en a l'exemple flagrant aujourd'hui, malgré le confinement, ben, ça nous permet quand même ben, justement de continuer à travailler, puisque l'étude, ce qu'on est en train de faire ici, c'est aussi une forme de travail. Voilà. Et donc, par le travail, l'homme s'élève dans l'accomplissement des devoirs envers lui-même, hein, donc pour sa propre évolution, envers la famille, donc c'est pour l'évolution des membres de la famille qui nous en tiennent, et aussi plus largement vers la plus grande famille, c'est-à-dire la société à laquelle nous appartenons. Donc, notre travail contribue à l'élévation dans ces trois aspects. Et par le travail spirituel, hein, donc l'homme exerce la fraternité envers son prochain et se perfectionne dans la connaissance transcendantale de l'âme immortelle. Voilà. Ce travail spirituel, perfectionner nos connaissances transcendantales de l'âme immortelle, ben, c'est exactement le but du spiritisme, hein, d'étudier l'âme, d'étudier ces questions d'esprit, non plus de point de vue suivant un procédé dogmatique, comme c'était le cas depuis des siècles, voire des millénaires, mais aujourd'hui avec le bon sens et avec la raison. Voilà. Et donc, Charles, dans le domaine... Oui? excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu ne penses pas que c'est la forme de travail la plus importante et la plus essentielle? Aujourd'hui, clairement, oui, hein. C'est parce que, comment dire, l'évolution intellectuelle, elle a atteint des sommets, et puis elle atteint toujours encore des sommets, un progrès qui est quand même assez incroyable. Mais, comme je disais, comme j'évoquais tout à l'heure, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire du point de vue moral. Donc, à travailler justement contre l'orgueil et l'égoïsme. Et quand vous regardez tous les fléaux dont souffre l'humanité, eh ben vous verrez que tous découlent de ces deux défauts fondamentaux qui sont l'égoïsme et l'orgueil, et contre lesquels il faut absolument que chaque être humain travaille à les réduire, voire à les éliminer. Hein, les guerres, ça vient de là, les famines, le manque de partage, etc. Tout ça, ça vient encore de cet égoïsme et de cet orgueil que nous n'avons pas encore réussi à enrayer dans nos sociétés. Enfin, dans nos sociétés, ça commence encore une fois au niveau des individus. Hein. Voilà, et encore aujourd'hui, ce Covid, encore une fois, je vous dis, donc matériellement, ça nous bloque un peu, hein, on peut toujours se communiquer, etc., mais on ne peut plus se déplacer librement, on peut plus, vous voyez, les plages sont fermées, bon, chez nous, on n'a même pas le droit d'aller se promener en forêt ou sur des sentiers piétons ou des pistes cyclables, donc il y a beaucoup de choses
quelque part, nous sommes bloqués, mais ça nous permet, c'est pour ça qu'on a relancé un petit peu une campagne qui s'appelle Keep Calm and Read Kardec. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein, voilà, il y a un virus, il y a une panique. C'est une campagne qu'on avait fait il y a 4-5 ans et on ne peut plus d'opportunités aujourd'hui, hein, donc de rester calme, de ne pas paniquer devant ce virus. Et ensuite, Read Kardec, de profiter justement de ce confinement et du temps libre que nous avons, et puis de tous ces loisirs qu'on ne peut plus pratiquer pour l'instant, pour faire une autre activité de lecture et d'apprentissage, donc pour en fait continuer à travailler. Vous voyez ? Je vais voir si je peux vous retrouver une image. Alors, voilà, vous voyez l'image? Vous êtes toujours là? Nous, oui. Ah tant mieux. Ouais. Donc Oui. on avait lancé ça, ouais, c'est une broche hein, que j'ai tout simplement prise en photo il y a 4-5 ans et vraiment aujourd'hui ça tombe pile poil. Faut rester calme, ne pas paniquer devant cette petite bestiole là qui nous fait tellement peur et puis en profiter pour faire des choses utiles. Voilà. Et c'est effectivement, Michel, tu as raison, c'est dans ce domaine du progrès moral que l'homme a beaucoup de progrès encore à faire. Le progrès intellectuel, il est allé très vite et il va toujours encore très vite. Et le progrès moral, il suit forcément, hein, puisque, comme on l'a vu, le progrès intellectuel finit toujours par entraîner le progrès moral. Parce qu'à partir du moment où l'homme comprend que quand il meurt, ce qui l'emmène de l'autre côté, c'est uniquement ses acquis intellectuels et moraux, il comprend que c'est dans son intérêt de devenir meilleur, de lutter justement contre l'orgueil et l'égoïsme, et puis de le transformer dans les valeurs inverses qui sont la charité et l'humilité. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de progrès intellectuels sans progrès moral, ça rend le monde instable et ça génère des crises. Hein, des crises comme la guerre, comme la bombe atomique, comme toutes ces choses-là. Et là, on voit très bien que s'il y a pas si l'éthique ne suit pas, ça peut déraper très vite et donc le monde devient instable. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, tu as raison, Michel, le progrès moral, c'est vraiment celui qui est le plus important. Voilà. Et donc, c'est celui dont il parle juste après, là, dans le domaine de l'activité morale. Hein, donc, l'homme luttera pour acquérir des qualités élevées ou, selon le cas, pour sublimer celles qu'il a déjà acquises. Et là, il n'y a pas de limite. Hein, quand on voit les bons esprits, cet amour inconditionnel immense qu'ils ont vis-à-vis du prochain, quand on voit les facultés de compassion, d'abnégation dont il dispose, qui continue à nous aider malgré les faux pas, malgré les trahisons et autres. Hein. Quand on voit Jésus qui était sur la croix et qui a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est là où on se rend compte que le sublime au niveau de l'évolution morale, enfin en tout cas moi, pour ce qui me concerne, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Hein. Voilà. Alors, donc là maintenant on va rentrer dans la partie qu'on a évoquée aussi tout à l'heure, donc au niveau de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de travail pour tout le monde. Hein. Et donc on se rend compte qu'effectivement les conflits sociaux, c'est l'une des principales causes de souffrance du monde contemporain. Les gens qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas, soit parce qu'il y a des guerres dans leur pays, on l'a encore vu en Syrie, soit parce que à cause de la corruption, à cause d'autres causes. Les migrants, hein, de toutes ces questions qu'on a, c'est tout simplement des gens qui voudraient travailler, mais qui, parce qu'en Syrie, tout a été détruit, les usines, les écoles, les hôpitaux, etc. Et ces gens-là voudraient bien travailler, donc viennent chez nous, ça crée des tensions, ça crée des difficultés. Mais quelque part, quand on regarde, c'est tout simplement parce que
la plupart voudraient travailler, mais ne peuvent pas, ils n'en ont pas les conditions là où ils habitent. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement pour lequel il faut que nos sociétés se réveillent maintenant et fassent ce qui est nécessaire pour que ces conflits s'arrêtent, pour que chacun puisse avoir des conditions de vie honnêtes et raisonnables et des conditions de travail dans le lieu où il s'est incarné. Hein. Voilà. Charles, Oui. excuse-moi encore une fois, est-ce que tu ne penses pas que tous ces conflits sociaux ne sont en fait qu'une opportunité donnée par Dieu à certains de pouvoir évoluer, de passer à une autre forme de travail? Par exemple, celui qui est au chômage, par exemple. S'il n'a pas de travail physique ou bien dans la société, peut-être qu'il est destiné à évoluer vers une autre forme de travail spirituel, par exemple. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être comme ça aussi? Alors, peut-être. Alors ça dépend du parcours évolutif de chacun, hein, parce que passer par des difficultés, ça peut être nécessaire justement pour développer, comme tu dis, pour faire une autre forme, entre guillemets, de travail. Mais ça dépend un peu du parcours de chacun. Mais si au niveau de la société, il y a un problème et qu'il y a des gens qui sont exclus du travail ou d'un minimum de ressources, c'est quelque chose qu'il faut régler quand même au niveau de la société en générique, même si après individuellement, ça peut avoir été voulu ou ça peut être nécessaire pour certains. Hein, tu vois, c'est quand même, c'est ce qu'on voit dans ce qu'il dit après. Hein, la plupart des misères de la vie ont leur source dans l'égoïsme des hommes. Voilà. Et c'est sûr que lorsque chacun pense à soi avant de penser aux autres, veut sa propre satisfaction avant tout, chacun cherche à se procurer des satisfactions de façon égoïste à tout prix, sacrifie sans scrupule les intérêts d'autrui. Vous voyez, c'est des petites choses comme des grandes choses, dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel. Hein, de refuser l'accès à l'éducation, ce genre de choses. Et c'est ça, c'est contre ça qu'il y a toutes ces luttes sociales, tous ces conflits. C'est justement donc le travail qui se fait pour que la société s'améliore. Hein. Alors, je ne dis pas que tous les conflits ont des revendications toujours très légitimes. Il y a beaucoup de conflits qui ont des revendications qui sont vraiment purement matérielles ou opportunistiques ou politiques ou autres. Hein. Mais dans la base, comment dire, ça fait, ces conflits suivent les injustices que nos sociétés doivent encore régler. Voilà. D'accord? Et au fond du fond, et c'est ça qu'apporte le spiritisme, le défaut numéro un, hein, c'est l'égoïsme qui découle de l'orgueil. Hein, c'est moi d'abord et les autres, je m'en fiche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer. Il faut faire comprendre aux gens que, même aux égoïstes, hein, c'est souvent difficile parce que l'égoïsme, c'est quelque chose où il nous faut plusieurs vies pour arriver à l'éradiquer en nous-mêmes, hein, qu'un égoïsme qui est quand même fortement ancré. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à s'en débarrasser. Mais avec le travail de la conscience, avec la loi de cause à effet, avec la loi d'action et de la réaction, avec le fait que dans certaines vies, on souffre ce qu'on a fait souffrir à d'autres, toutes ces ressources que Dieu nous donne pour évoluer, eh ben, ce travail pour lutter contre l'égoïsme, il finit quand même par se faire. Voilà. Voilà. Et donc, là, il parle des conflits sociaux. Donc Kardec, il écrivait tout ça il y a 150 ans. Donc, 150 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Zola, c'est toutes ces descriptions terribles donc, au niveau du travail, de la pauvreté, la disette, etc., hein, qui était quand même encore très forte à l'époque. Qui l'est heureusement bien moins aujourd'hui, même si dans certains pays ça existe toujours, eh ben, à force, il faut continuer à travailler pour que justement tout ça s'améliore. Si on prend le cas du Brésil, hein, moi j'étais là-bas il y a 40 ans, il y avait quand même beaucoup de bidonvilles, des gens qui mouraient de faim, des gens qui se nourrissaient sur les dépôts d'ordures, ce genre de choses.
il y a quand même eu du progrès, hein, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, puisque à force, les gouvernements ont fait de sorte que chacun bénéficie vraiment d'un minimum nécessaire pour vivre. Voilà. Alors, les inégalités sociales de la planète sont liées à deux points fondamentaux, la manifestation de la loi de cause à effet et la vision matérialiste de la vie. Alors, on va développer un peu ça. La manifestation de cause à effet. Alors, donc, c'est le premier cas. Hein. La pauvreté et la richesse doivent être considérées comme un instrument d'amélioration spirituelle, car la pauvreté est pour les uns l'épreuve de la patience et de la résignation, la richesse est pour les autres l'épreuve de la charité et de l'abnégation. Voilà. Et donc, quand on est pauvre, ben, c'est la patience et la résignation qu'on développe, et quand on est riche, c'est l'épreuve de la charité et de l'abnégation, c'est-à-dire de travailler le partage. Alors là, à votre avis, c'est laquelle des deux qui permet le plus d'évoluer? Il faut se ramener à ce que disait Jésus, hein, qu'il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux que de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Hein. C'est ce qu'il disait. L'épreuve de la richesse, effectivement, elle est beaucoup plus... qu'un riche de passer les portes du paradis. Oui, c'est ça, oui. C'est plus facile de passer une aiguille. Voilà. Et donc, l'épreuve de la richesse, en fait, c'est la plus difficile. Hein. C'est vrai que là, on succombe à toutes les tentations qui sont tellement nombreuses. Hein. Le riche, il est toujours convoité par les autres qui cherchent à l'exploiter, qui cherchent à le manipuler, qui cherchent à récupérer une partie de sa richesse. Il souffre de tellement de pression et tout qu'il faut vraiment être solide pour pouvoir y résister. Hein. Et les riches, souvent, tombent encore plus dans les travers de l'orgueil, à devenir radin, à accumuler des choses et à vraiment gaspiller pour le superflu en enlevant ce qui est nécessaire aux autres. Hein. Et l'épreuve de la pauvreté, c'est vrai qu'elle elle est plus difficile à vivre dans cette vie, c'est sûr, mais elle permet là aussi donc de travailler la patience et la résignation. Et c'est vrai que quand on a traversé dans sa vie des périodes difficiles où on a parfois manqué du nécessaire, ben c'est une énorme leçon qui nous aide à garder ça en mémoire pour les périodes subséquentes où on a pu retomber sur nos pieds et puis avoir de nouveau, je dirais, un certain confort. Hein. Et ce sont ces deux situations donc, qui découlent souvent de la loi de cause à effet nous permettent effectivement de travailler. Et donc la vision matérialiste de la vie, alors ça, vision matérialiste, encore une fois, c'est dans le sens où les gens ne pensent qu'à la matière, n'ont pas du tout de préoccupation spiritualiste, voire ne croient pas à l'existence de l'esprit. Hein. Donc cette vision matérialiste de la vie, qui est alimentée la plupart du temps par l'orgueil et l'égoïsme, encourage la permissivité morale, cause du relâchement des habitudes et des coutumes sociales. Voilà. Et c'est là où on voit les travers dans lesquels tombent souvent ceux où nous entraîne la richesse, quoi, et le matérialisme. Donc avec ça, les gens deviennent indolents, omis, ne font rien pour empêcher ou minimiser l'état de souffrance matérielle et morale régnant autour d'eux. Les inégalités humaines occasionnent des conséquences économiques et sociales issues de la mauvaise distribution des ressources et permettant qu'une minorité humaine vive dans l'abondance et qu'une majorité souffre les rigueurs de la pauvreté et de la misère. Une société basée sur ces fondements est marquée par des contrastes sociaux qui encouragent le chômage, la violence et la misère. Vous voyez ? Donc c'est effectivement bien ce qu'on observe beaucoup trop souvent aujourd'hui. Et quand on voit comment dire, la violence, hein, celui qui n'a même pas le nécessaire, il va le chercher là où il le trouve. Hein. Et
Donc, si tout le monde bénéficiait au moins du minimum, c'est sûr qu'il y aurait bien moins de violence. Si, une fois qu'on aura travaillé justement cet orgueil et cet égoïsme, personne n'ira convoiter le pétrole qui est sur la terre du voisin, etc. Donc tous les conflits, toutes les guerres seraient réduites. Donc c'est effectivement dans ce domaine-là qu'il faut le plus travailler, hein, dans cette loi du travail. Voilà. Alors, ça, il me semble que c'est un texte un peu long, on ne va pas tout lire. Donc, Kardec l'avait déjà écrit, hein, la science économique cherche le remède dans l'équilibre seul entre la production et la consommation. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. C'est ça qui gouverne aujourd'hui notre monde. Et c'est pour ça que, je donne juste un exemple de ces jours-ci, hein, avec la pénurie des masques. Eh ben, vous en avez qui vendent des masques à 10 euros. Hein. Il y a des spéculateurs qui s'y sont mis, vous voyez, et où il y en a qui vendent des faux masques ou qui les volent pour les revendre. Enfin, il y a tout ce genre de choses qui se produit aujourd'hui. Et donc, on se rend bien compte que cette loi de l'offre et de la demande, ça fonctionne tant qu'il y a un certain équilibre, hein, mais quand on arrive à des gros déséquilibres et des crises comme on a aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Hein. C'est là où il faut que le régulateur s'en mêle et puis qu'il remette un petit peu d'ordre là-dedans, justement pour éviter tous ces abus. Voilà. Et donc cet équilibre, il le dit bien, il y aura toujours des intermittences. Hein. On le voit dans les différentes crises qui a eu lieu ces dernières années. Et puis donc pendant ces crises, il y aura forcément des gens qui vont rester entre guillemets exclus. Et pourtant, les travailleurs, ces gens-là n'en devront pas moins vivre. Et donc c'est pour ça que il faut que nos sociétés prévoient ce genre de situation et que chacun bénéficie du minimum. Après, il parle aussi de l'éducation, hein, donc non pas l'éducation intellectuelle qui est l'instruction en fait, mais l'éducation morale. Hein, non pas encore l'éducation morale par les livres, mais celle qui consiste dans l'art de forger les caractères et celle qui donne de bonnes habitudes. Hein, l'éducation étant l'ensemble des habitudes acquises. Donc, c'est l'instruction qui est donnée à l'école, mais l'éducation qui est normalement donnée par les parents. Hein, et pourtant, quand les parents travaillent, le père travaille, la mère travaille, ils arrivent à la maison après 1 heure de métro ou plus, ils sont fatigués, et puis les enfants, quelque part, sont un petit peu livrés à eux-mêmes et ne bénéficient pas de cette, comme ils le devraient, de cette éducation qui leur donne justement des repères et qui leur donne de bonnes habitudes. Et c'est ça qui fait que par après, ces enfants qui n'ont pas ces repères, ils vont les apprendre par eux-mêmes avec le temps, c'est sûr, mais ils mettront beaucoup plus de temps. Et donc c'est ça qui, là aussi, génère, comment dire, les mauvaises habitudes lorsqu'ils seront adultes, quoi. Hein. Donc il faut vraiment prendre le problème à la racine, hein, pour prévenir ce genre de difficultés. Il faut vraiment aussi qu'il y ait des crises comme aujourd'hui. Hein, vous voyez, bon, je ne veux pas faire le système social en France qui est quand même largement basé sur la répartition entre les cotisations et les dépenses. Par rapport au système privé où chacun cotise pour lui, comme aux États-Unis, où vous avez beaucoup de gens qui sont exclus, le jour où vraiment, comment dire, la personne qui attrape un virus et qui a besoin de rester 1 mois en réanimation en France, elle le fera. Hein, c'est la sécurité sociale qui s'en occupe, mais aux États-Unis, il n'y a pas. Donc, aux États-Unis, ceux qui n'ont pas de système de soins, reste à voir maintenant comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont tout simplement les laisser mourir, hein, uniquement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou est-ce qu'il va quand même y avoir un accueil pour eux et auquel cas qui payera, voyez. Donc ce sont toutes ces questions, c'est là où le genre de crise qu'on a aujourd'hui qui nous permet justement de réfléchir quelle est la meilleure manière de faire. Est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un système collectif, hein. Et donc, c'est là où on se rend bien compte aujourd'hui des inconvénients de l'un et des avantages de l'autre. Voilà. Et donc, Kardec, il continue. Quand on songe à la masse d'individus jetés chaque jour dans le torrent de la population, sans principe, sans frein et livrés à leurs propres instincts, doit-on s'étonner des conséquences désastreuses qui en résultent?
hein. Les conséquences désastreuses qui sont la violence, le manque de travail, etc. Enfin, les personnes qui ne veulent pas travailler, etc. Voilà. Hein, donc, tout ça, vous voyez, c'est lié à cette question du travail, parce que là aussi, l'éducation, hein, et Morissette, je crois que tu es toujours parmi nous, donc on le développe au niveau de la Fédération Spirit française, donc pour encourager, pour sensibiliser les parents le plus possible à cette nécessité de l'éducation des enfants. Et justement pour prévenir et pour essayer de faire de sorte que les dysfonctionnements qu'on observe aujourd'hui dans nos sociétés s'arrêtent. Vous êtes toujours là? Oui, oui, Charles. Absolument. Pas de questions? Voilà. Alors, le désordre et l'imprévoyance sont deux plaies qu'une éducation bien entendue peut seule guérir. Là est le point de départ, l'élément réel du bien-être et le gage de la sécurité de tous. Voyez? Donc le désordre et l'imprévoyance, hein, l'imprévoyance, c'est par exemple, on n'a pas de masque en stock. Voilà. Quand il t'en faut, tu fais quoi? Tu n'en as pas. Voilà. Alors que ce serait quand même beaucoup mieux d'en avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être prévoyant et au lieu d'imprévoyant, et puis organisé au lieu d'être désorganisé, pour prévoir le genre de choses qui se produisent et qu'on observe aujourd'hui, et faire de sorte que si ça se reproduit, si les situations se reproduisent, qu'on soit plus pris de court comme on est aujourd'hui. Voilà. Et alors le bonheur, les hommes ne peuvent être heureux que s'ils vivent en paix. D'accord? C'est-à-dire s'ils ne sont animés d'un sentiment de bienveillance, d'indulgence et de condescendance réciproque, en un mot, tant qu'ils chercheront à s'écraser les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut divulguer justement pour sensibiliser les riches et les matérialistes en disant est-ce que tu es vraiment heureux à devoir construire des murs, à devoir t'enfermer dans des fils de fer, dans du barbelé, à avoir des gardiens, des choses comme ça? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire de sorte que chacun bénéficie au moins du nécessaire, de développer justement ces sentiments de bienveillance, d'indulgence et de condescendance réciproque, hein, pour que on vive en paix dans notre société, parce que c'est vers ça qu'on doit tendre. Dans les mondes évolués, ce sont ces sentiments de bien qui prévalent, et pas les sentiments d'égoïsme et d'orgueil. Hein. C'est vraiment ces deux plaies qu'il faut qu'on élimine si on veut que la Terre avance dans cette transition entre un monde d'expiation et d'épreuve où le mal domine sur le bien, comme on est aujourd'hui, vers ce monde de régénération où il y aura un équilibre meilleur entre les deux et où le bien prévaudra sur le mal. Voilà. La charité et la fraternité résument toutes les conditions et tous les devoirs sociaux. Hein. Mais pour la charité et la fraternité, il faut de l'abnégation. Hein. Et l'abnégation, c'est un sentiment inverse de l'égoïsme ou de l'orgueil. Voilà. Et donc, avec ces vices qui sont l'égoïsme et l'orgueil, la fraternité n'est pas possible. Et à partir du moment où la fraternité n'est pas possible, l'égalité et la liberté n'est pas possible non plus. Voilà. Parce que l'égoïste et l'orgueil, il veut tout pour eux et rien pour les autres. Voilà. Donc, et ça, il parle, vous voyez, des vers rongeurs de toutes les institutions progressives. Hein. Quand vous regardez, moi j'en rajouterais un troisième qui n'est en fait que la manifestation de ces deux premiers, de l'orgueil et l'égoïsme, c'est la corruption. Parce que la corruption, c'est le riche qui prend encore plus du nécessaire de ceux qui en ont besoin. Donc la corruption, c'est vraiment, je dirais, la caricature de l'égoïsme et de l'orgueil. Et c'est le fléau contre lequel il faut le plus lutter dans le monde aujourd'hui. Hein. Et quand on voit les pays qui avancent et les pays qui n'avancent pas, souvent, on voit que c'est lié aussi à l'incidence de la perception de corruption dans ces pays-là. Les pays les plus corrompus, ce sont ceux qui avancent le moins, où il y a le plus de guerres, etc. Et les pays les moins corrompus, ce sont ceux qui sont le plus prospères, où les gens peuvent vivre heureux et en paix. Hein.
Donc la corruption, c'est vraiment un indicateur de santé, entre guillemets, morale, hein, au niveau de nos sociétés. Et tant que l'égoïsme et l'orel régneront, les systèmes les sociaux les plus généreux, les plus sagement combinés, crouleront sous leur coup. Voyez, il y a eu beaucoup de systèmes, par exemple le système communiste, qui part d'une idéologie qui est très belle, hein, c'est de donner, de pousser l'égalité des chances envers chacun. Ben ça n'a pas fonctionné très bien. Pourquoi? Ben parce que là aussi, il y a eu de la corruption. Et pour une deuxième raison aussi, dont ces systèmes-là n'ont pas assez tenu compte, c'est la diversité des aptitudes. Hein, vous avez la personne qui est travailleur et la personne qui est fainéante. Et quelque part, c'est pas juste de donner la même chose aux deux. Celui qui travaille, il mérite, il y a quand même la loi un peu de mérite, qui mérite un peu plus que celui que son frère juste à côté qui ne fait absolument rien. Voilà. Et donc dans ces systèmes-là, c'est ce qu'on a pu voir dans les années 80 et 90. Ben, vous arrivez à un état où il n'y a plus personne qui travaille. Parce que qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on reçoit la même chose. Donc pourquoi s'embêter à travailler? Voyez? Et donc les systèmes sociaux doivent aussi tenir compte de cela, et donc de stimuler les gens à travailler. Et pour ça, ben, il faut qu'il y ait quand même un minimum de récompense et de mérite. Et quand vous lisez des livres comme Nos Solars, hein, alors bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, bon, les choses de Chico sont quand même assez confiables. On se rend compte que même dans le monde spirituel, il parle aussi des bonus heures, hein, de tout ce que de tout le temps, les heures que vous avez passées à faire quelque chose d'utile vous sont comptées et puis vous avez par rapport à ça aussi un certain nombre de récompenses. Hein. Donc cette loi du travail qu'on a ici sur la Terre, elle existe aussi, enfin un système équivalent mais qui est certainement beaucoup plus apuré dans le monde des esprits. Voilà. D'accord? Alors, je vous laisse lire le reste aussi, hein, donc c'est sûr. Si vous voulez que les hommes vivent en frères, il ne suffit pas de leur donner des leçons de morale. Hein. Il faut détruire les causes d'antagonisme, il faut attaquer le principe du mal à la racine, donc c'est cet égoïsme et cet orgueil. Donc la corruption, l'égoïsme ou l'orgueil, quelque part, il faut les dénoncer. Hein. Et il faut travailler à l'éducation des enfants pour vraiment étouffer ces deux tendances dans la fleur de l'âge, à l'époque où les enfants sont encore malléables et perméables à ce qu'on leur dit, hein, parce que après, arrivé à un certain âge, ça devient beaucoup plus difficile. Et d'un autre côté, si l'enfant c'est encore un esprit, je dirais, pas très avancé, malgré une excellente éducation, il sera peut-être quand même après égoïste ou orgueilleux, mais il aura au moins bénéficié dans sa période d'enfance de ces petites graines qui finiront bien par germer un jour et l'aider dans son évolution et l'aider donc à éliminer de lui cet orgueil et cet égoïsme. C'est toujours clair ou... Oui, oui, Charles. D'accord. Voilà. Alors, le spiritisme nous présente une solution pour le problème de la misère sociale, exprimée dans ces paroles suivantes d'Alan Kardec. Donc, c'est des paroles qui ont forcément 150, 160 ans, mais sont toujours d'actualité. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots sont à eux seuls le programme de tout un ordre social qui réaliserait le progrès le plus absolu de l'humanité si les principes qu'ils représentent pouvaient recevoir leur entière application. Vous voyez ? La fraternité, dans la rigoureuse acception du mot, résume tous les devoirs des hommes à l'égard les uns des autres. Elle signifie dévouement, abnégation, tolérance, bienveillance, indulgence. Voyez, c'est la charité évangélique par excellence et l'application de la maxime, agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la fraternité, donc basée sur cette charité. La contrepartie, l'inverse, hein, c'est donc l'égoïsme. Voilà. Donc la fraternité est en première ligne, c'est la base, mais sans elle, il ne saurait exister ni égalité ni liberté sérieuse. Donc vous voyez, Kardec, il met la fraternité, c'est liberté, égalité, fraternité, mais donc lui, il dit que sans la fraternité, la liberté et l'égalité, ce sont des leurres. Voilà.
L'égalité découle de la fraternité et la liberté est la conséquence des deux autres. Voyez. Donc il les classe quelque part dans le sens inverse. Le plus important, c'est de développer cette fraternité. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, il prend un exemple. Supposons un peuple, une société d'hommes assez désintéressés pour vivre entre eux fraternellement. Et donc, chez un peuple de frères, l'égalité sera la conséquence de leurs sentiments, de leur manière d'agir, etc. Et ensuite, il dit, mais quel est l'ennemi? Qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi on n'y arrive pas? Ben, c'est l'orgueil. L'orgueil qui veut partout primer, qui veut dominer, qui veut contrôler, qui veut exploiter, qui veut être le premier, qui veut être en haut de l'affiche, etc. Donc c'est lui qu'il faut travailler si on veut avancer vers cette fraternité. Et la liberté, donc il dit, c'est la fille, donc la conséquence de la fraternité et de l'égalité. Les hommes vivant en frères, avec des droits égaux, animés d'un sentiment de bienveillance réciproque, pratiqueront entre eux la justice et ne chercheront point à se faire de tort, et n'auront par conséquent rien à craindre les uns des autres. Il n'y aura pas besoin de se protéger, de s'enfermer, etc. Voilà. Donc là, je vous rappelle, chaque fois quand vous avez le numéro ici, numéro 7, ça vous cite une référence. Et donc la référence ici, vous l'avez. Donc on est dans les œuvres posthumes, un chapitre qu'il avait écrit qui s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité. Si vous voulez reconsulter les bases, les œuvres posthumes, vous pouvez les télécharger sur le site de l'Encyclopédie Spirit, où vous pouvez voir l'ensemble de cet article qu'avait écrit Allan Kardec. Voilà. Alors pour terminer, donc ces trois principes sont donc solitaires les uns les autres, se servent mutuellement d'appui. Sans leur réunion, l'édifice social ne saurait être complet. La fraternité pratiquée dans sa pureté peut l'être seule, car sans l'égalité et la liberté, il n'y a pas de véritable fraternité. Voilà. La liberté sans la fraternité, c'est la bride mise sous le coup de toutes les mauvaises passions qui n'ont plus de frein. Voyez? Là aussi, il a raison. Hein, c'est l'anarchie quelque part. Hein. Avec la fraternité, c'est avec la fraternité que l'homme ne fera pas de mauvais usage de sa liberté. Hein. Et ça, c'est l'ordre comparé à l'anarchie. Sans la fraternité, il en utilise pour donner cours à toutes ces turpitudes, c'est l'anarchie. Voilà. Voilà. Et c'est pour cela que les nations les plus libres sont forcées d'apporter des restrictions à la liberté. Hein. Nos lois restreignent encore les libertés parce que sinon, vous aurez forcément quelques individus qui abuseront et qui finiront par porter du tort à tout le monde. Voilà. L'égalité sans la fraternité conduit au même résultat, car l'égalité veut la liberté. Sous prétexte d'égalité, le petit abaisse le grand pour se substituer à lui et devient un tyran à son tour. Ce n'est qu'un déplacement de despotisme. Voyez, et donc cette égalité sans la fraternité, c'est aussi le travers dans lequel sont tombés les systèmes communistes. Voilà, donc nous avons terminé. Et puis on a terminé aussi l'horaire. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. En tout cas pour moi. Voilà. Donc c'est la loi du travail. Alors retroussons nos manches et allons-y. Hein. Travail physique, travail intellectuel, travail aussi sur notre amélioration, notre réforme morale. Profitons justement de ces moments de confinement pour travailler sur les aspects qu'on n'a d'habitude pas beaucoup le temps de travailler. Hein. Et puis, c'est ça le secret de notre évolution, c'est ça le secret de notre bonheur. Hein. Charles, Oui. est-ce que tu peux rappeler par rapport à la journée donc, du 28 hein, Oui. peut-être pour les gens qui veulent se connecter avec Go, je ne sais plus Oui. l'application. Alors, effectivement, donc, au niveau de la Fédération Spirit française, on avait prévu la semaine prochaine donc une commémoration de l'anniversaire de la mort d'Allan Kardec. Donc traditionnellement, on va le matin au cimetière du Père-Lachaise, devant le dolmen, et l'après-midi, on se réunit quelque part à Paris pour faire des conférences. Alors, compte tenu du confinement, tout ça, c'est bien sûr pas possible, et donc on va quand même quelque part se réunir.
Donc, on ne va pas utiliser Skype pour le faire, puisque Skype, ça bloque, alors je ne sais plus. Vous voyez, c'est sur 27. Non, 10 sur 27. Je sais que Skype, il y a une limite. Hein, on peut pas. Je ne sais plus combien est la limite. C'est 30. Donc, 30, vous voyez, Il ben, me donc avec semble. 27 pour le cours, là, on arrive déjà pratiquement. Donc, on va utiliser un autre système qui s'appelle GoToMeeting. Donc, j'ai demandé à la fédération suisse qui utilise ce système de, entre guillemets, nous le prêter, parce que c'est un système, quand on veut organiser des conférences, c'est payant, mais pour y participer, c'est gratuit. Et donc, normalement, on peut se connecter uniquement avec un lien et un navigateur Internet. Hein. Pourquoi tu n'utilises pas, Charles, Pardon? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le logiciel Discord? Ah ben, je le connais pas. Il n'y a pas de limitation, c'est par navigateur Internet et c'est ultra facile à utiliser. Eh ben, écoute, si tu envoie-moi s'il te plaît si tu peux m'envoyer le lien, Ouais. comme ça je pourrais aller voir. Parce que Ouais. là, ce système qu'on utilise, alors je vais vous montrer. Bon, il y a quand Et même un gratuit en petit. plus, hein. Vous voyez, ça s'appelle GoToMeeting. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Et donc là, en fait, vous pouvez aussi télécharger là, un petit logiciel. Et ici, donc vous voyez, il y a un code avec 3 fois 3 chiffres, et donc qui amène à une réunion. Et le système aussi, c'est pas comme Skype ou Skype, ben, je vous appelle. Là, en fait, c'est vous qui venez et qui entrez dans la réunion. C'est exactement comme ça que ça marche, Discord. Voilà. Et après, je peux aussi, une fois qu'on est dans la réunion, alors je vais essayer, alors si je clique sur rejoindre, je ne sais pas si je vais y arriver là parce qu'il n'y en a pas, vous voyez, il n'y a pas d'organisateur. Je peux vous, vous envoyer un lien. Et donc ce lien, il suffira que vous l'ouvriez avec un navigateur et ça vous amènera directement dans la réunion. Donc en fait, c'est chacun qui y va spontanément. C'est pas un appel qui est lancé. Donc ça, c'est une des différences par rapport à Skype. Voilà. Donc, cette réunion qui devait avoir lieu à Paris, à Vincennes plutôt, hein, elle aura lieu virtuellement. Et en fait, je pense que ça permettra à beaucoup plus de personnes de venir y participer. Bon, je pense que sur Vincennes, on aurait aussi pu faire Facebook ou quelque chose comme ça pour le transmettre en direct. Mais là, c'est pas possible. Donc, on le fera, on essaiera avec ce système-là. Voilà. Charles, et WhatsApp, c'est pas possible? Alors, WhatsApp, c'est pareil. Il doit certainement aussi y avoir des limitations que je ne connais pas. C'est vrai qu'on peut aussi faire des conférences à plusieurs, mais le WhatsApp, normalement, ça fonctionne que sur le téléphone. Hein, ça ne fonctionne pas sur l'ordinateur. Ça fonctionne aussi sur l'ordinateur, mais l'ordinateur, il se connecte au téléphone et c'est le téléphone qui y va. Donc là aussi, si vous voulez, on va essayer ce système-là puisque on l'utilise déjà dans un autre cadre là pour les réunions de l'Évangile et ça fonctionne très bien. Donc pour ce qu'on veut faire là, ça marchera. Il y en a plusieurs des conférenciers qui peuvent partager, etc. Si on trouve d'autres systèmes qui sont meilleurs, forcément on s'y mettra. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Charles, okay. Vous allez nous envoyer le lien? Oui, dès que je l'aurai. Donc là, j'ai demandé à Gorette qu'elle me l'envoie. Et donc, dès que je l'aurai, je vous l'enverrai. Et le Discord, merci pour le... J'irai voir pour voir comment ça fonctionne. Sinon, il y a aussi des Google Hangouts, il y a d'autres... Enfin, il y a plein de systèmes. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est essayer de trouver le plus simple. Voilà. En fait, c'est le numéro 1 du système. C'est le système qui est le plus utilisé dans le monde pour les joueurs, pour les conférenciers, pour ceux qui font du télétravail. Tu vas voir, très très facile. En 5 minutes, c'est installé sur ton ordinateur. Tu n'as même pas besoin d'installer. Tu le mets directement sur ton navigateur et tu crées ton groupe et puis tout le monde peut se connecter à ton groupe, simplement en donnant ton adresse. D'accord. Ok, écoute Michel, merci. Hein. On va, de rien, je pensais que tu le connaissais. Moi-même, avant, j'utilisais Skype, mais
j'ai découvert Discord et maintenant je me C'est suis mieux, dit quoi. waouh. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a de moins en moins de réunions physiques et de plus en plus de réunions virtuelles. Donc, je pense qu'il y a certains systèmes, ils vont être sur les genoux aussi à un moment donné, quoi. Hein. Sature. Donc, Ouais. ça peut saturer, ouais. Donc, pour l'instant, Skype, ça va. Bon, on a été déconnecté au début, là, je sais pas trop pourquoi, mais comment En dire, quelques secondes. voilà, ça nous a permis quand même de faire notre cours. Bon, et c'est là aussi, ça fera partie aussi des tests pour voir si ces systèmes vraiment, ben, ils encaissent cette surcharge qui va immanquablement se produire. En tout cas, merci Michel. Donc, De si rien. jamais GoToMeeting ne fonctionne pas, ben, je regarderai cette alternative. Je vais d'ailleurs la regarder même avant, Voilà, ça comme t'évitera de payer, hein. Surtout que Discord est gratuit, totalement gratuit. d'accord. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Alors que GoToMeeting, c'est payant pour ceux qui organisent, mais c'est gratuit pour les participants. Voilà. On va faire un essai. Hein. On va d'abord faire un essai. Et si l'essai n'est pas concluant, ben, on fera un autre essai avec Discord. Ok. Donc, suivez bien les Facebook et le site internet de la Fédération Spirit Française parce qu'on le publiera dès que ce sera prêt. Est-ce Ok. que tu peux nous envoyer un petit message pour nous mettre le lien? Parce que nous, on ne va pas du tout sur Facebook. Ah oui, C'est oui, dans- ben, ouais, on pourra. Je vous l'enverrai aussi là sur le Merci, chat. Charles. Voilà. Mhm. Parce qu'en fait, je ne sais pas si venez voir le programme. Le 29 mars, ouais, ben voilà, c'est le jour avant. Et le 29 mars aussi, l'horaire, vous voyez, change de 8h à 9h parce qu'on va passer à l'heure, je réfléchis, à l'heure L'été. d'été. Hein. Donc, la semaine prochaine, vous n'aurez pas besoin de vous lever à 8h, vous pourrez faire 1 heure de grâce matinée supplémentaire. Voilà. Ouais, ça Et change donc, en rien. fait, vous Et voyez, toi, c'est le Rose? lendemain, quoi. Donc, la commémoration, c'est le jour d'avant, le samedi 28. Mais je pourrais vous mettre quand même le lien là sur le chat. OK? Ok, merci. Voilà. Ok, merci. Bah, écoutez, merci à vous. Prenez Merci bien soin Charles. de vous. Merci Suivez à bien toi, les Charles. instructions Merci. de nos dirigeants pour qu'on puisse se protéger et puis aussi éviter de solliciter les hôpitaux et le personnel soignant qui sont déjà très sollicités. Et puis, ben, Si c'est possible. profitez-en. Il y a plein de choses à faire. Personnellement, je suis en train de récupérer des vieilles cassettes des années 1990 avec un congrès qui a eu lieu à Liège. Voyez. Donc, ben, on Ok. s'occupe. Voilà. Et il y a toujours des choses avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui qu'on peut faire même en période de confinement. Voilà. Et notamment lire Kardec si vous avez l'occasion. Hein. Et je vous rappelle encore une fois sur spiritisme.net, vous pouvez tout télécharger gratuitement. Voilà. Ben voilà, excellente journée, excellente Merci à semaine, toi et puis à aussi. bientôt. Bonjour Bonne tout le À semaine. monde. bientôt. Au revoir. Au Bonne journée À à revoir. tous. bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.